À tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau Santé Mag. On se verra désormais, vous l'aurez compris, 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis à 18 h en direct. Ce soir, nous parlons du parent pauvre de la pandémie du Covid-19, en l'occurrence les enfants. Seraient-ils les victimes silencieuses de la pandémie qui est venue bouleverser leur vie à notre insu? La fermeture des écoles, l'isolement, la promiscuité, la peur d'attraper et surtout de transmettre le virus sont autant de facteurs qui auraient nui à leur épanouissement. S'y ajoute une 3e vague de contamination qui a été particulièrement violente et qui a affecté quasiment toutes les familles algériennes et endeuillé une grande partie de notre entourage. Quel est l'état aujourd'hui du psychique de nos enfants à la veille de la rentrée scolaire? Un rendez-vous important qui accueille près de 9 millions d'élèves. Comment en faire une rentrée sereine qui se déroule sous le signe de la normalité? Voilà en gros le propos de l'émission ce soir. Vous l'aurez compris, on parlera de rentrée scolaire, on parlera de l'état psychique de nos enfants et surtout comment les accompagner tout au long de cette année scolaire pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un décrochage ou un échec scolaire. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir justement Madame Fatiha Bacha. Vous êtes membre du bureau national de l'association des parents d'élèves. Bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir Madame Jafar Wissem Shrif. Vous êtes neuropsychologue au CHU de Bebloued. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission et éclairer nos téléspectateurs. Alors, plusieurs études menées, notamment en Europe, indiquent que les enfants ont vécu pendant toute la crise un mal-être qui serait passé sous silence. Aujourd'hui, la question peut-être qu'on se pose, quel est l'état mental dans lequel se retrouvent nos enfants ? Justement, là, avec la durée de cette pandémie, quand même, l'impact il est très important sur le psychisme des enfants. Parce que quand même, nous les adultes, on dit qu'on est face à l'inconnu. Alors, imaginez un enfant, un petit, il n'a pas encore la maturation, il ne voit pas les choses comme un adulte, il est confronté à un truc qu'il n'arrive pas à voir, qu'il n'arrive pas à trouver une explication. Donc, il y a certains enfants déjà, ils présentent une phobie. Certains enfants ils ont une fragilité psychique, donc confrontés à telle situation, ça a vraiment affecté le côté psychologique des enfants. Oui, et s'y ajoute aussi peut-être que les enfants n'ont pas la capacité de s'exprimer qu'ont les adultes. Oui. Les enfants n'arrivent pas tous justement à s'exprimer comme un adulte, n'est-ce pas Madame Bacha? Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Madame. Nous sommes en train de voir que ça fait maintenant la 3e année qu'on va vivre avec cette pandémie et à chaque année, elle est encore plus difficile pas à vivre, mais à être acceptée. Surtout maintenant avec nos enfants. Parce qu'en fait, ça se prolonge dans la durée. Oui. N'oublions pas que ça fait 2 années, nos enfants ont été arrachés au banc de l'école. Pas avec d'une façon légère, d'une façon explicative. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas les enfants d'avant. Maintenant, nos enfants sont très éveillés. L'information leur arrive en un clic. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir cet amalgame d'informations, ce flux d'informations. Ça veut dire qu'il faut filtrer tout ça. Alors, l'année où nos enfants ont été arrachés au banc de l'école, d'une façon... 8 mois quand même de diète, on va dire, pédagogique. Difficile, mais encore, ils ont vu leurs grands-parents souffrir de cette pandémie, voire aussi leurs parents perdre leurs parents. On connaît... Il y a eu la vague, la dernière vague, je le disais en préambule, cette dernière vague justement qui a été très virulente et qui a, j'imagine, vous parliez justement des réseaux sociaux, du flux d'informations arrivé, ça aussi les enfants l'ont vécu. Ils l'ont vécu, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'information. Il faut dire aussi que nos établissements scolaires aussi, cette année, je parle de l'année passée, d'avant, ils ont fait une demi-journée. Ça veut dire que nos enfants, ils ont même eu une perturbation dans leur scolarité et dans leur suivi pédagogique et psychologique. Et malheureusement, je suis très honorée de voir qu'il y a madame qui est spécialiste dans la psychologie aussi. C'est très important.
D'ailleurs, c'était parmi les points qu'on avait sollicité le ministre de l'Éducation, que durant ces années, puisque la pandémie, elle existe toujours alliée, on doit vivre avec, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique dans nos établissements scolaires. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, l'accès aux soins, effectivement, c'est un point pour nos enfants. L'accès aux soins, c'est un point très important. Et justement, tout le monde n'a pas la facilité d'accéder aux soins au même pied d'égalité si on parle surtout des régions de l'intérieur du pays. Alors, selon la Banque mondiale, la Covid-19 a provoqué la pire crise de l'éducation et des apprentissages depuis un siècle. Parmi ceux en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire, 258 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés à cause de la Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Bachar? C'est malheureux, c'est malheureux. Nous sommes en 2021, on va dire l'ère de la technologie, l'ère de toutes les informations, du développement. On va voir qu'il y a des pays qui sont à des années-lumière avancées, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, avec tous ces chiffres, c'est lamentable. Maintenant, on va dire, entre parenthèses, on va dire c'est le système de chaque pays, aussi la gouvernance. La gouvernance, c'est aussi, par exemple, c'est la volonté de chaque président d'un pays de voir comment gérer le système, et surtout le système éducatif. Parce que maintenant, si on veut qu'un pays soit bien développé, un pays qui est développé, qui fonctionne très très bien, la base c'est l'éducation. Il faut donner, il faut mettre tout, bien sûr, le paquet au système de l'éducation. Oui. Madame Jaffar, vous êtes dans un service justement de neuropsychologie, dans un grand CHU, en l'occurrence celui de Bebloued ou Ex-Mayo. Vous êtes toujours en contact avec des enfants. Est-ce qu'on a constaté finalement réellement un impact de la Covid sur l'apprentissage des enfants? Justement. Il y a vraiment des enfants qui ont trouvé beaucoup de difficultés cette année. Il y a l'impact sur deux versants. Le premier, sur le côté psychologique, parce qu'il y a toujours cette peur avant de sortir de la maison, qu'on le veuille ou pas. On est des parents. Nous aussi, comme adultes, on a transmis cette peur aux enfants. Donc, de dire à l'enfant en sortant de la maison, ne touche pas ton camarade, attention, tu prends pas la bouteille de l'autre. Donc, même à la classe, il va garder toujours cette peur, parce que cette peur de l'inconnu. Donc, au lieu de me concentrer avec le cours, avec la maîtresse, je vais me concentrer d'abord à désinfecter sur d'autres éléments qui vont perturber son apprentissage. Donc, l'apprentissage, elle était vraiment perturbée. Et l'impact et la peur, elle a vraiment frustré le psychisme de l'enfant. D'ailleurs, on voit beaucoup de demandes aux consultations de psychologie, beaucoup de demandes des parents. Donc, ils disent que depuis la pandémie... on n'a pas de chiffres, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres encore, mais on voit l'augmentation vraiment. Donc, par rapport à l'année passée, cette année, c'est quand même une année qui est quand même difficile. Madame Bachar, est-ce que vous l'avez constaté aussi? Est-ce qu'il y a eu un recul au niveau des bulletins, par exemple, par rapport au rendement annuel des enfants durant l'année passée? Oui, effectivement, parce que nous sommes en contact permanent avec les orientateurs scolaires, les psychologues scolaires aussi, surtout à l'échelle nationale. Je ne vous cache pas, cette année, ce qui nous a, en tant que membre de l'association nationale, ce qui nous a vraiment ému et choqué, c'est le flux d'appels des parents à l'échelle nationale pour vraiment venir nous dire que mon fils a eu un 9,99, un 9,90, un 9,80 et avec le rattrapage, il n'a pas pu accéder au palier suivant, il est recalé ou bien il est exclu. Vous savez, le fait qu'on reçoit il y en a plus de 300. On a eu. Maintenant, vous parlez des chiffres. On peut avoir les chiffres, on peut avoir des statistiques. Mais si on a un spécialiste de la santé dans chaque établissement scolaire, on peut arriver à avoir ce taux et les chiffres. Parce que maintenant, un enfant, quand vous le prenez en charge immédiatement,
il a ce problème immédiatement. Vous avez les données. Mais maintenant, une fois que les enfants sont sortis, ils sont partis, c'est les vacances, on ne peut pas avoir tous les données. On a les enfants seulement sur les papiers, sur le rendement. Alors, cette année, il y a eu un énorme problème. D'habitude, les enfants qui sont... on a l'habitude de voir les enfants qui font le rattrapage. La plupart, ils ont accès au palier supérieur. On trouve 2 à 3 élèves qui vont recaler avec un 8. Mais cette année... Et même on a soulevé ce point avant même les résultats du baccalauréat. On a soulevé 2 points. Parmi les points, c'est revoir le rattrapage de cette année. Il faut prendre en considération ces enfants à qui, par exemple, qui étaient perturbés, comme vient de le dire la spécialiste, perturbés par rapport à tout ce qui se passe, et aussi les élèves qui ont été exclus avec un 9,99. C'est-à-dire, il faut dire que la situation n'est pas une situation normale. C'est une situation exceptionnelle. Il faudrait qu'il y ait des mesures exceptionnelles pour la situation exceptionnelle. Alors j'aimerais ouvrir une parenthèse justement avec vous, Madame Jaffar, sur les feux de forêt aussi. On parle d'une manière générale de la Covid, mais il y a aussi d'autres drames malheureusement cette année qui ont touché notre pays. Il y a aussi les feux de forêt qui ont coïncidé d'ailleurs avec la 3e vague. Alors à quel point aussi ces événements ont-ils affecté la santé mentale des enfants, notamment de ces régions? Oui. Donc on parle de ces régions, mais quand même avec la médiatisation, donc c'est pratiquement... Ça s'est généralisé. Oui, ça s'est généralisé. Donc certains consoeurs, confrères qui sont été sur place attisés ou autres pour la prise en charge psychologique des sinistrés. Donc vraiment, ils rapportent que le traumatisme psychique était vraiment très 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 important chez les enfants. Donc c'est des enfants qui ont frôlé la mort, c'est des enfants qui ont vu d'autres personnes mourir, mais quand même d'une manière vraiment tragédique. Donc ça reste gravé dans le cerveau d'un enfant. Même à l'âge adulte, ça peut revenir à n'importe quel âge en fin de compte. Donc là aussi, c'est à prendre en considération. C'est des enfants, les enfants de ces régions-là vont faire une scolarité vraiment très différente parce qu'ils ont pratiquement perdu leurs habitats, leurs affaires, les repères, leurs repères à la maison. Donc ils vont rentrer à l'école pour chercher auprès de leurs camarades ceux qui ont été sauvés. Il y aura notamment des décès au sein des écoles, donc ou bien des profs ou bien des enfants. Donc tellement de questions dans la tête de ces enfants qui ont été vraiment... Oui, Madame Bacha, sur la même question, sur les enfants justement des régions sinistrées. Oui, c'est pour cela que nous insistons encore et encore, parce que c'est une question qui revient chaque année. Maintenant, on parle des feux de forêt. Qu'est-ce que vous proposez? On a proposé avant qu'il y ait une prise en charge sur place, qu'il y ait des bureaux. On installe des psychologues scolaires. Il y a même des psychologues. Il y a les unités des UDS, par exemple. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais vous dire, on a visité des UDS dans certains wilayas, surtout d'intérieur. Ils sont eux-mêmes démunis, vous allez me dire. Ils n'ont aucun moyen pour travailler. Je vais vous faire visiter celle qui est à Alger seulement. Il n'y a que les murs, madame. Même l'installation, il n'y a pas les moyens. Maintenant, on veut des médecins sur place parce que les enfants, ils ont besoin de ce contact corporel. Ils ont besoin d'avoir, comment dirais-je, la confiance, être serein. Il va dire, tiens, je vais voir ma psychologue, j'ai un petit souci. Il doit y avoir ce quotidien permanent. On doit vivre avec ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, on parle des feux de forêt, il y a cette pandémie, il y a des tremblements de terre. Vous savez, nous sommes un pays sismique. On avait déjà passé des horreurs, madame, des années 80, où les enfants étaient livrés à eux-mêmes, après la catastrophe de l'Osnam. On a vu des enfants, qui étaient scolarisés du jour au lendemain, ils étaient déprimés, coupés à leur scolarité. Maintenant, aujourd'hui, ce sont tous ces cumuls. Il faut trouver des solutions correctes. Parce que c'est à travers des solutions, pas seulement trouver des solutions et les mettre noir sur blanc, il faut les mettre sur le terrain.
Oui. Le terrain, c'est très important. On a compris, Madame Bachar, on a compris votre message, j'espère qu'il est arrivé. En tout cas, on reviendra sur les propositions et l'éventualité d'une réunion que vous allez avoir avec le ministère, justement. Alors, je le disais en préambule qu'en ce moment, on s'apprête à vivre un événement très important. Ça sera pour mardi prochain, le 21 septembre. Une rentrée décalée. Mais ça reste un événement très important, avec 9 millions d'élèves qui sont attendus. Sous quel signe peut-on finalement placer cette rentrée? Sous le signe de la prudence ou le signe de la normalité? Est-ce qu'au bout de 2 ans, j'ai envie de dire presque 2 ans de la Covid, finalement, on s'est habitué à cette pandémie ou pas? Si c'était avant cette 3e vague, je pouvais vous répondre et vous dire oui. Là, on s'est habitué. Mais la 3e vague, elle a changé beaucoup de points. Dans chaque famille maintenant, on a un décès par la Covid. Donc chaque enfant, il a vécu la perte d'un être cher. Donc ça va être, il a vu la souffrance de cette personne, il a vu la souffrance de l'entourage par cette perte. Donc il sera très prudent. Nous aussi, je reviens toujours à l'adulte parce que on doit aider l'enfant, mais avec une manière très intelligente. Donc là maintenant, il y a certains enfants que je vois qu'on essaye de les préparer justement pour la scolarité, mais il y a une information qui circule qu'on va attendre cette 4e vague. Voilà, ils sont bloqués. Donc là, vraiment, moi, je pense que c'est un point à soulever. C'est un point où il doit être vraiment travaillé cette semaine. On ne va pas rentrer pour attendre la 4e vague. On va rentrer, on va apprendre, on va commencer les cours. C'est-à-dire ils rentrent avec l'espoir de ressortir. Donc il y a certains enfants même qui arrivent à donner la durée. Donc ça va être que pour le mois d'octobre, novembre. Puis on va sortir le mois de décembre, il y aura la 4e vague. Donc là déjà, sur l'apprentissage... Ça impacte bien sûr l'apprentissage. Voilà. Il n'y a pas cette la concentration, la motivation. Donc, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, je peux sortir. Donc, je ne vais pas me préparer pour les devoirs, je ne vais pas me préparer pour les examens, parce qu'on est dans le doute. On ne sait pas est-ce que cela arrivera ou pas. Mais est-ce que cela est angoissant en même temps? Est-ce que cela est angoissant parce qu'on a l'impression de ne pas le voir? Je disais tout à l'heure que c'est passé sous silence peut-être. Comment peut-on détecter un malaise chez un enfant? Comment voir qu'un enfant finalement a été impacté psychologiquement de la Covid? On a vu plusieurs signes, plusieurs formes. Bon, là, les études ils sont encore en cours parce que c'est un virus nouveau, ça reste quand même nouveau. Mais on voit que sur l'échelle internationale, même chez nous, on voit il y a beaucoup de signes qui se caractérisent ou bien par des énurisés secondaires, donc c'est des enfants qui ont été toujours propres. Là maintenant, la nuit... Ça, c'est vers quel âge? C'est là où l'enfant il peut pas s'exprimer. Donc, c'est entre 7 à 9 ans où il n'arrive pas à comprendre la... Donc, c'est des enfants qui font pipi au lit, pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent. Donc c'est des enfants qui font carrément pipi au lit. Donc, c'est des enfants qui ont été propres. Donc, il y a pas... On sait que en écartant le facteur organique, ça reste le facteur psychologique. Et ben, éventuellement, quand on fait... une évaluation psychologique, quand on fait notre bilan, on trouve, en analysant les propos, en analysant le dessin de l'enfant, il y a toujours cette peur de contamination, cette peur de perdre qui revient. Mais est-ce qu'il y a un facteur de vulnérabilité ou alors tous les enfants finalement sont égaux devant la peur de la Covid? Pour ça, non. Tout dépendra du psychisme de l'enfant, ça c'est un point, de la prédisposition de l'enfant et surtout du cadre familial. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'un certain milieu par exemple qui ont été le plus affectés par cette... Est-ce qu'on peut parler d'enfants par exemple qui viennent de milieux défavorisés parce qu'il y a la promiscuité, parce qu'il y a des problèmes familiaux? Est-ce qu'on peut parler de ce type de problème justement dans ce cas échéant?
Au contraire, ceux qui viennent si on voit les enfants de l'intérieur du pays, donc ils n'ont pas la même ampleur ou la même représentation de la Covid que les enfants des grandes villes. Donc, mais il y a des enfants défavorisés même dans les grandes villes, Madame Jaffar. Oui, mais ils n'ont pas. Elle a soulevé tout à l'heure le point. C'est des enfants qui n'ont pas vraiment accès à tout ce qui est réseaux sociaux. D'accord, ça les protège. Oui, ça les protège, effectivement. Parce que ce qu'on dit aux parents maintenant, évitez de mettre l'enfant devant les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de publications, vous ne pouvez pas savoir exactement comment votre enfant il va réagir. Si il va venir vous raconter, tant mieux. Mais s'il ne va pas venir vous raconter, c'est ça le problème. Il y a des enfants, ils ont refusé de manger parce qu'il y avait tellement cette peur que ça s'est traduit par des douleurs gastriques, ça s'est traduit par des difficultés respiratoires, par des attaques de panique. Donc, il faut vraiment... Et comment amener justement un enfant à parler lorsqu'il est... comment faire en sorte de libérer la parole? Vous avez dit que si un enfant vient vous parler, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ne parlent pas, comment faire? Il faut, ce qu'on dit toujours aux parents, il faut profiter... Parce qu'on a l'impression finalement, excusez-moi encore une fois, j'insiste, on a l'impression que les enfants vont bien, on ne le voit pas finalement, ce malaise. Essayez d'aborder le sujet pendant le dîner ou après le dîner. Donc, c'est le moment où toute la famille elle est réunie. Essayez d'aborder et de demander à chacun qu'est-ce que tu penses. Vous allez vraiment être étonné. Être surpris. Oui, parce que vous allez avoir tellement de réponses, des fois que ça dépasse l'âge de l'enfant. Oui, oui. Madame Bacha, alors on parlait de la rentrée scolaire, pour revenir un peu à ma question. La rentrée scolaire, on disait sous le signe de la normalité ou la prudence. Est-ce que vous avez peur finalement ou est-ce que vous êtes sereine devant cette rentrée scolaire qui se prépare? Non, il faut être toujours optimiste. Vous, en tant qu'association? Oui, on est... Bon, par rapport aux dispositions, par exemple. Aux dispositions, chaque année, même s'il n'y avait pas ce Covid, on était toujours inquiets parce que nous savons très très bien comment sont nos établissements scolaires et comment se prépare la rentrée scolaire par rapport à ce qu'on dit aux parents et par rapport à ce qu'on dit à nos enfants à l'échelle nationale. C'est une fête. La rentrée scolaire, c'est une fête et on la termine par une fête, la fin de l'année. C'est une fête. Mais ça reste, il y a des écoles des fois, quand on reçoit par exemple des lettres, des dossiers, quand on voit par exemple, quand on va chez le ministre, on prépare des dossiers de certaines wilayas, croyez-moi, on ne dirait pas, entre parenthèses, et je m'excuse, on ne dirait pas qu'il y a un directeur d'académie, on ne dirait pas qu'il y a un wali, c'est-à-dire vous parlez de disparité il n'y a pas dans les moyens. Alors maintenant, quand on parle dans les médias, pourquoi aujourd'hui on dit que les enfants sont très éveillés, ils savent très bien ce qu'il y a. Pourquoi les informations locales, ils ne font pas confiance? Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que le terrain, c'est quelque chose, et dire les choses à la télévision, c'est autre chose. Maintenant, quand le ministre dit on va retarder la rentrée scolaire, chose qu'on était contre, parce que l'enfant, il avait dans sa tête le 7, c'est la rentrée scolaire. Il était préparé. Je peux vous dire aussi qu'ils en avaient marre des vacances, parce que c'était pas des vacances. Oui, rester à la maison, il y avait le confinement, pas de sortie, des vacances un peu compromises, effectivement. Pas de plage, pas de sortie, pas de détente. On entendait ça aussi, ça a dû impacter leur psychologie. Attention, on va avoir des enfants stressés, on va avoir des enfants avec un comportement violent. Il faut faire attention. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des psychologues scolaires sur place. Oui. On ne va pas dire aux parents, votre enfant, il est violent, votre enfant a un comportement... Absolument. Madame Bacha, si vous permettez, pour qu'on reste un peu dans le fil des questions, est-ce qu'il y a des points d'inquiétude aujourd'hui par rapport au protocole sanitaire appliqué, j'ai envie de dire, au niveau des écoles? Est-ce qu'il y a des points que vous auriez voulu rajouter, des points que vous auriez voulu, sur lesquels vous auriez voulu insister?
Est-ce qu'il y a des points d'inquiétude? Oui, par rapport à cette année, on a remarqué que... Alors c'est le même protocole sanitaire que l'année dernière. C'est le même protocole, mais il ne faut pas se cacher seulement sur le protocole sanitaire et oublier d'autres points qui sont plus importants. Nous, le point qui nous inquiète le plus, c'est l'organisation sur le terrain et le respect de ces mesures, surtout par rapport aux adultes. Oui. Quand on parle de respect, c'est le directeur de l'établissement qui met tout ce dispositif. Maintenant, est-ce qu'il a été respecté déjà par rapport à l'année écoulée? Est-ce qu'il a été respecté, ce protocole sanitaire, dans l'ensemble? Vous savez, quand on reçoit, par exemple, même des enseignants qui vous disent que notre salle des enseignants n'a pas été stérilisée, nous ne trouvons pas le gel, les sanitaires... Non, il faut dire les choses Aujourd'hui, déjà, cette année, il faut dire qu'il y a un gros souci auquel les écoles risquent d'être confrontées, c'est le manque d'eau. Oui. Manque ça d'eau, aussi, voilà. c'est un problème. Alors que nous, toujours on dit, par rapport au gel hydroalcoolisé, nous, en tant qu'association, nous ne sommes pas contre ce gel, mais on dit toujours, est-ce qu'il n'est pas nocif à force que nos enfants l'utilisent? C'est très... Parce qu'ils l'utilisent après, il y a eu des réactions dermatologiques, attention, nos enfants, ils l'utilisent quotidiennement. Du savon, pourquoi? Du savon et de l'eau. C'est très important. Apprendre à nos enfants quotidiennement comment se laver, comment manger leur goûter proprement. Maintenant, aujourd'hui, notre inquiétude, c'est que ce Covid y est toujours. Maintenant, il y a le variant. Alors, maintenant, on parle de la vaccination des enfants de 12 ans. À partir de 12 ans. On n'en est pas encore là. Hein. Je vais vous poser la question sur la vaccination, mais on n'en est pas encore là. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous êtes écouté quand vous émettez comme ça des propositions par exemple, à la tutelle, est-ce que vous êtes écouté? Oui. Il y a même le président de la République. Il y a pas mal de doléances qu'on avait fait passer à travers la télévision parce que avec le Covid, il n'y avait pas. On a demandé maintes fois des rencontres pour faire un petit briefing avec le président, avec le Premier ministre ou bien avec le ministre de l'Éducation. Avec la Covid-19, on a dit qu'ils ont minimisé les rencontres. Mais il y avait des messages qu'on avait passés à travers les ondes les médias. Oui. Et ben, ça a donné, Dieu merci, il y avait pas mal de points qui ont été résolus sur le terrain. Je vais donner par exemple, un petit exemple, on a vu que les résultats du baccalauréat, c'était avant l'Aïd. C'était avant l'Aïd, 2 jours avant l'Aïd. Et ben, on a soulevé le point au ministre de l'Éducation. On lui a adressé un écrit, et ben Dieu merci, il a tout de suite réagi pour dire que c'est une très bonne suggestion, proposition. Et ben on va laisser les résultats du baccalauréat après l'Aïd pour que les familles vont le passer dans dans l'apaisement et la joie. Ça c'était un point. Il y a aussi un autre point qui a été aussi étudié et qu'on a eu la réponse favorable, c'était par rapport aux élèves exclus. Maintenant ils vont revoir tous les dossiers, ils vont réétudier tous les dossiers pour réintégrer ces élèves. Voilà. Maintenant, il reste un point. Inch'Allah, on va voir. Inch'Allah, on attend. Lequel? C'est le point des élèves du rattrapage. Puisqu'on a dit qu'ils ont eu une année difficile, plus que difficile cette année, par rapport à ce qui se passe. Par rapport au feu, il y a des élèves. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des exceptions, en fait. Il faut qu'il y ait des exceptions. Oui, absolument. Des élèves du rattrapage qui ont refait leur année. Voilà. D'accord. Madame Jaffar, on disait à l'instant avec Madame Bacha que finalement le protocole sanitaire est pratiquement le même. On aurait espéré peut-être faire une année sans masque. Mais finalement, on va toujours garder nos masques cette année aussi, même pour les plus petits. À quel point le port du masque, par exemple, on a parlé aussi du fait de s'enduire à chaque fois de gel hydroalcoolique. À quel point le masque a été adopté par nos enfants et est-ce que cela aussi a un impact sur eux? Pour le port du masque... Ils ont fini par l'adopter? Oui, ils sont finis par l'adopter. D'ailleurs, c'est eux qui demandent le masque maintenant. Donc, pour eux, c'est une chose qui les rassure. Qui les protège. Qui les protège. Donc, certains enfants, ceux de 7-8 ans, ils nous disent « Je risque pas d'être contaminé parce que je porte toujours mon masque. » Donc...
Ça, c'était au début de l'année passée, oui, c'était un tout petit peu difficile d'expliquer aux enfants, mais par la suite, il se fait que un ou deux éléments de la classe mettent leur masque et tout le monde va les imiter. Donc, ça s'est passé vraiment très facile avec le port du masque. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que les écoles sont des pourvoyeurs de clusters? Est-ce que c'est un endroit où on contracte la Covid plus que d'autres endroits à comparer? Oui, Madame Bachar, oui. Surtout avec, vous allez me dire, avec la vaccination, parce qu'on a lancé, a lancé la vaccination, enfin les autorités ont lancé la vaccination cet été pour le corps enseignant, mais il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, est-ce que les écoles sont considérées comme des clusters? Bien sûr, c'est un endroit où on trouve un monde, tout un monde de différentes catégories. On ne sait pas, de différentes catégories, on l'a dit. D'ailleurs, on a parlé des enfants qui sont sensibilisés, qui ont un cadre familial, qui sont prêts, qui savent respecter quotidiennement ces gestes barrières. Il y a des enfants, non, qui savent pas, non, par rapport, ils le portent à l'école parce que c'est une obligation. Une fois sortis de l'école, ils portent plus leur masque. Et on trouve aussi nos enfants qui sont entassés dans les cours, dans la récréation, et ils s'échangent leur goûter. Là, on trouve tout ça. Il est difficile quand même d'apprendre aux plus petits à respecter la distanciation. Il y a aussi une chose, on ne peut pas dire à l'enfant de respecter la distanciation. Pourquoi? Parce que déjà, on a des écoles surchargées, madame, il faut le dire. On a des écoles surchargées. Mais il y a le système aujourd'hui des groupes qui va être utilisé cette année aussi, qui va être reconduit. Oui. Est-ce que cela n'a pas aidé justement à diminuer la surcharge? Vous savez, nous avons des écoles qui souffrent, madame. Nous avons des écoles... je vais parler par exemple de la capitale. Nous avons des écoles qui dépassent les 1400 élèves. Comment vous allez C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, même avec les groupes, c'est pas suffisant. Vous savez, on est arrivé avant 2013, par exemple, à bannir la surcharge, vraiment, des écoles à l'échelle nationale. Aujourd'hui, ce Covid, on va y vivre normalement. Je parle des établissements scolaires. Maintenant, si nous avons 400 élèves, pas plus de 500, dans chaque établissement, on pourrait aller à la scolarité normale. On va même pas chercher faire la parité ou bien faire la demi-journée d'un groupe, non, parce que ça apaise, ça a beaucoup d'impact sur nos enseignants, un grand impact. Quand vous dites ça, on se demande finalement, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé à cause de la Covid? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de clusters qui ont été détectés au niveau des écoles? Il y a eu des écoles quand même qui ont été... Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous avez une idée? Non, sur Alger, par exemple. On a démarré avec 2 établissements scolaires. C'était quelques classes. Il y a eu un rapport sur ça. Puis 2 classes. Parce que si c'était plus de 2 classes, c'est tout l'établissement. Voilà, c'est l'école. Ils sont pas arrivés à cela. Il y avait une seule classe seulement. Ça a été, ils ont mis tous les élèves et tout, l'enseignante et tout. Elle était confinée. Ils étaient confinés. C'est toute une seule classe seulement, mais pas plus. On avait 2 à 3 classes. 2 à 3 classes qui ont été dans différents établissements scolaires. On avait peut-être quelques écoles au niveau de l'intérieur. On a les informations qu'on avait. Mais les établissements scolaires, jusqu'à aujourd'hui, on risque d'avoir une contamination collective. Aujourd'hui, il y a le variant Delta aussi qui fait peur, qui est très contagieux, et qui est beaucoup plus contagieux que la souche originale. Alors, on est en train de parler de comment protéger finalement nos enfants. Alors, si les écoles sont considérées comme des pourvoyeurs de clusters ou de contamination, comment les protéger déjà sur le plan physique, on va dire, avec le respect peut-être des gestes barrières? On va arriver à la vaccination. Et psychologiquement, comment les protéger? Là maintenant, c'est une semaine clé pour les parents. Donc j'appelle justement les parents de bien discuter avec leurs enfants, de bien expliquer les choses à leurs enfants. Parce que l'année passée, il n'y avait pas le variant Delta qui touchait les enfants. Mais cette année-là, on a vu que les enfants aussi ont été touchés. Donc, ce n'était pas asymptomatique, mais ils avaient les symptômes. Même si ça restait des formes mineures, mais les enfants ont été bel et bien malades, effectivement. Oui. Donc, la dernière vague, même les enfants ont été affectés. Été ratés. Donc, là, il faut bien expliquer aux enfants. Il faut
je dis pas dédramatiser au point où dire que tu peux jouer avec ton camarade en le touchant le plus normalement possible, mais de ne pas dire attention. C'est attention de toucher, attention de prendre les affaires de ton camarade. Non, de dire. C'est la manière de le dire. La manière de dire. Donc, d'expliquer à chaque enfant, selon son âge, selon ses capacités de compréhension. Et il faut simplifier, vraiment simplifier les choses. C'est vrai que... Qui sont les enfants les plus touchés finalement? Alors on a parlé de vulnérabilité, de facteurs de vulnérabilité. Vous avez dit ce sont les personnes qui ont peut-être un milieu familial pas très stable. Oui. Mais en termes d'âge aussi, est-ce qu'il y a des âges plus sensibles que d'autres? Ça, tout dépendra du psychisme de l'enfant. C'est vrai que de l'âge de 7 ans jusqu'à 9 ans, on peut trouver une peur, mais c'est une peur qui n'est pas assez exprimée et assez décrite par les enfants. Mais il y a certains, à partir de 11 à 15 ans, il y a certains enfants qui quand même n'arrivent pas à gérer leur stress par rapport à la contamination. Ils aiment tellement leur entourage qu'ils préfèrent, des fois, on a vu des cas où les enfants refusaient carrément d'aller à l'école. Donc par peur d'être des porteurs sains et par peur de perdre l'être cher. Donc là on par peur d'être malade et par peur de contaminer aussi, c'est ça? Oui, donc là on parle de la tranche de 10-11 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Jusqu'à l'adolescence. Oui, donc ça c'est quand même parce qu'il y a la fragilité de l'adolescent, il y a quand même cet appareil psychique qui est déjà en souffrance, donc qui est en phase de construction. Et elle a besoin vraiment d'un environnement sain, elle a besoin d'un bon atmosphère, donc elle se trouve confrontée. Donc c'est à l'âge de l'adolescence qu'il faut faire attention, c'est ça? Il faut faire attention parce que l'enfant, on peut lui expliquer les choses. Et d'une manière très simple, il fait tellement confiance à ses parents qu'il va les croire. Donc, il n'aura pas d'autres questions à poser. Là aussi, le rôle de l'enseignant, il est très important. Oui. Madame Bacha, nous parlons bien sûr de... Alors notre souci d'ailleurs ce soir est de protéger nos enfants à la veille de cette rentrée scolaire, de les protéger d'une manière plus générale dans ce contexte de Covid. Le gouvernement mise sur la vaccination. Alors je le disais tout à l'heure, il y a eu le lancement de la vaccination du corps éducatif et des enseignants particulièrement cet été. Mais on a vu que finalement ce ne sont pas de grands chiffres, ceux qui ont été avancés. C'est toujours en cours de toutes les manières. Les enseignants devraient adhérer. Alors que pensez-vous aujourd'hui de la vaccination aussi des enfants qu'on voit un peu partout dans le monde et puis qui n'est pas à écarter en Algérie non plus? Oui, oui. Nous trouvons que, on dit, les spécialistes de la santé, bon, il y a la cellule de la santé, du suivi du Covid-19 qui disent que la vaccination, c'est la seule solution. D'ailleurs, nous, ça fait, durant tout le mois d'août, même le mois de juillet, on faisait de la sensibilisation pour les familles algériennes, pour les parents, pour qu'ils soient le bel exemple pour leurs enfants. On a même dit, pourquoi pas, si vos enfants, si nos enfants viennent à faire la vaccination, vous êtes le bel exemple. Alors aujourd'hui, je reviens toujours sur la phrase que j'ai dit auparavant. J'ai dit que le ministère de l'Éducation, quand il a retardé la rentrée scolaire, c'était tout simplement pour cette grande campagne de vaccination, pour vacciner le corps éducatif, il y a tous les enseignants, la famille éducative. Maintenant, aujourd'hui, nous disons, en tant que porte-parole des parents, on va dire que l'enseignant reste aussi un bel exemple pour son élève. C'est un exemple à suivre. Maintenant, demain, si cette vaccination vient à toucher nos enfants, ils ne vont pas avoir peur. Ils vont dire nos parents sont vaccinés. À quel point les parents sont aujourd'hui... c'est-à-dire à quel point il y a une adhésion de la part des enfants lorsqu'on parle de la vaccination de leurs enfants? Est-ce qu'il y a des appréhensions? Vous allez me dire que c'est un peu normal. Mais est-ce qu'il y a adhésion de la part des parents d'élèves? Si demain on lance la vaccination des enfants, quelle serait la réaction des parents d'élèves? Vous savez, nous sommes en Algérie. Alors la réticence, elle y est. Nous avons les spécialistes de la santé qui disent A
et nous avons les rumeurs qui disent B. Alors aujourd'hui, maintenant, si nous avons cette culture de nous protéger, parce qu'il faut conjuguer le bonheur avec la santé. Il faut conjuguer le bonheur avec la santé, parce qu'on ne peut pas, demain, se protéger avec des rumeurs. On va se dire, ah ben, telle personne s'est fait vacciner, elle est décédée. Telle personne, il ne faut pas parler sur il ne faut pas se baser sur les rumeurs. Il faut aller voir les médecins. Il faut aller frapper à la porte d'un spécialiste de la santé et poser toutes ces questions. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas être les premiers à parler de cette vaccination, c'est-à-dire elle est déjà lancée depuis un moment dans d'autres pays. Donc on a déjà des exemples qui peuvent nous montrer que peut-être cette vaccination n'est pas dangereuse et qu'il faudrait y adhérer. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu le Cambodge qui a lancé la vaccination des enfants à partir de 6 ans. Des petits-enfants, oui. Absolument. Alors, allez-y, bien sûr. Alors, on a parlé de la réticence. Alors aujourd'hui, si la société, les familles algériennes viennent à se faire vacciner. Maintenant, on est en train de voir qu'il y a une réticence. Il y a une réticence, alors que le gouvernement a déployé tous les moyens qu'il faut. Mais pourquoi cette réticence? Il y a une faille quelque part. Pourquoi nos enseignants aussi? Pourquoi le corps éducatif? Vous l'avez dit, c'est par rapport aux informations généralement, parce qu'il y a des vérités et des contre-vérités. Voilà. Ça veut dire qui perturbent un peu. Il y a cette assurance, il y a ce manque d'assurance, il y a cette confiance. L'Algérien, il est très... Mais vous, en tant qu'association, vous plaidez pour une vaccination? Oui. Pour la vaccination des élèves déjà? Est-ce que vous êtes pour? Vous savez, nous ne sommes pas dans le pour et le contre. Je suis une maman, je me suis fait vacciner, moi, toute ma famille. Si demain vos enfants doivent se faire vacciner? Oui, j'ai mes 2 enfants qui ont terminé leurs études, et ben ils se sont. Il y a un qui est. C'est des adultes. Madame Bacha, on parle de la vaccination des enfants. Non, mais elle a bien dit. On a discuté, madame. On a bien discuté. On a pris l'avis des médecins. Et aujourd'hui, si on s'est fait vacciner, c'est pas par rapport parce que on s'est vacciné comme ça, sans être informé. Au contraire, on s'est bien informé. On a frappé la porte des spécialistes. On a écouté nos médecins. Par conviction. Vous l'avez fait par conviction. Voilà, il faut comprendre en tout cas aujourd'hui qu'on réinvente rien en disant que la vaccination est une véritable arme de la santé publique. Ça a toujours été le cas. La vaccination ça reste pour l'instant la solution. Voilà, a permis d'éradiquer de nombreux virus. Et c'est la seule solution, comme vous venez de le dire, Madame Bacha. Alors la vaccination finalement, est-ce que c'est un élément qui viendra perturber davantage le mental des enfants ou au contraire, peut-être en se sentant vacciné, cela va contribuer à la sérénité, à l'apaisement des enfants? Donc, ce n'est pas des chiffres exacts, mais on peut dire que 60% des enfants vont avoir vraiment très peur de la vaccination. D'accord. Parce que si on voit que la majorité des adultes, ils ont été réticents quand même. Il y avait cette peur d'être vaccinés. On voyait que pour convaincre les gens à être vaccinés, c'était un travail très dur quand même. Donc, si l'adulte refuse d'être vacciné, expliquer à l'enfant qu'il y aura quand même quelque chose qui ressemble à la Covid qui va être injecté, donc comment il va prendre ça, de lui dire, de le préparer. Il faudrait peut-être qu'il soit déjà dans un milieu serein qui accepte la vaccination, c'est ça en fait, l'élément sur lequel il faudrait insister, parce que si on est dans un milieu où tout le monde adhère à cette vaccination, par exemple pour la vaccination des enseignants, je pense que les enfants vont adhérer. Comme disait Madame Bacha, les enseignants sont censés donner l'exemple. La majorité des parents refusent le vaccin. Comment vous pouvez, même si l'enseignant va expliquer, même si nous, on va expliquer aux enfants que maintenant, c'est la seule chose qu'on a pour les protéger, c'est la vaccination, mais c'est les parents. Déjà, l'exemple et le modèle de l'enfant, c'est les parents et par la suite, la maîtresse. Donc, s'ils voient que cette peur chez ses parents, et des fois... même si l'enfant va accepter, les parents, ils ont tellement peur qu'ils vont transmettre cette peur sur l'enfant. Donc, la clé donc est de convaincre déjà la cellule familiale. On n'oblige personne. La vaccination, ça reste
C'est un choix, oui. Mais avant de prendre la décision que votre enfant sera vacciné ou pas, il faut faire appel à son pédiatre, au médecin de famille. Il va vous expliquer, il va l'examiner Voilà, quand il faut même. prendre l'avis des Il va spécialistes. voir, voilà, c'est au pédiatre de donner le OK. C'est au pédiatre de dire le dernier mot. Il faut respecter les professions. Ne prenez pas de décision à la place de son médecin et oui, on va aider l'enfant à prendre la décision, mais on ne va pas prendre la décision à sa place. Oui, vous voulez dire qu'il faut écouter les enfants parce qu'ils sont impliqués, hein, finalement, ils sont impliqués, ils sont concernés. Maintenant, ils ont leur mot à dire. Absolument. Alors, la tendance, justement, hein, vous me tendez une perche, la tendance est de ne pas contrarier ces enfants aujourd'hui. Hein. Les méthodes de l'éducation ont changé, hein, Madame Bacha. Oui, mais malheureusement, bon, les méthodes d'éducation, c'est vrai, ont changé parce que le monde est ouvert aujourd'hui. L'enfant, il est dans sa chambre, mais il est ouvert sur le monde. Sur le monde. Mais aujourd'hui, on revient aussi sur les programmes d'éducation qui devaient être allégés au départ. Hein. Voilà. Il devait être allégé pour l'année dernière, mais finalement, ça n'a pas été fait. Hein. C'est le programme complet qui a été proposé pour les enfants. Oui, maintenant, quand on parle des programmes, maintenant, moi, mon message s'adresse aux pédagogues, à nos pédagogues respectifs. Le programme Là, vous êtes en train de parler même en dehors de la Covid. Hein, oui, en dehors de la Covid, et ça rentre dans ce point. Maintenant, tous nos programmes, ils sont, on va dire, ils sont basés seulement sur l'apprentissage. Il n'y a pas le travail qui se fait sur le terrain. Aujourd'hui, maintenant, on parle des maladies, on parle de ces virus. Il va y avoir d'autres virus qui vont venir, il va y avoir d'autres, on sait très bien, mais mais nos programmes maintenant éducatifs, est-ce qu'ils sont adaptés à cette nouvelle génération? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous la spécialiste, hein, Madame Bacha. Je ne suis pas spécialiste, mais selon ce que nous sommes en train de voir, Madame, la génération qui vient maintenant, bon, elle dit ça, ils ont leur mot à dire, mais attention, nos programmes, ils sont fragiles. On apprend à nos enfants à apprendre seulement. Oui. Seulement, mais pas à réfléchir, mais pas à prendre des décisions et à réfléchir et à être intelligent. Et ça peut expliquer aussi une grande part de l'échec scolaire ou du décrochage scolaire, parce que quand on n'est pas convaincu par un programme et qu'on doute de son utilité, peut-être qu'on s'y intéresse pas tout simplement. Eh ben, c'est le moment d'impliquer cette culture de comment, par exemple, partager son avis par rapport à la santé, par rapport à la santé de l'enfant. Pas seulement il va apprendre à se laver les mains, il va apprendre, mais est-ce qu'il il y a un point, justement, vous me tendez une perche, hein, Madame Bacha, il y a un point très important qu'on a peut-être omis d'évoquer ou oublié, c'est les activités aussi parascolaires qui ont été complètement mises de côté pendant ces années. Oui. À quel point cela aussi a-t-il affecté les enfants? Parce que les activités parascolaires sont considérées un peu comme la soupape, ou alors l'anecdote, l'antidote plutôt, contre le décrochage ou l'échec scolaire, encore une fois. Eh bien oui, Madame, et malheureusement, cette année, même avec le volume horaire, nous avons l'emploi du temps de nos enfants, et malheureusement, c'est un point qui doit être revu aussi. Des élèves qui vont, la dernière heure, c'est 17h30. Vous voyez, Madame, 17h30, un enfant qui va être libéré à 17h30, c'est inadmissible. Alors maintenant, un enfant qui reste à la maison à la demi-journée de la matinée, il le reprend à 1h30, il sort à 17h30. Croyez-moi, vous êtes la psychologue, 16h, l'enfant, est-ce qu'il peut, à 15h30 on dit, l'enfant n'est pas prêt à assimiler les matières. Il sort à 17h30. Des fois, l'enfant, il arrive chez lui à ceux qui sort à 17h, il arrive peut-être à 18h. Voilà, à 18h, voire 19h des fois. Alors maintenant, on parle, où est l'enfant dans ces activités, Madame? Absolument. Où est l'enfant dans ces activités, des différentes activités? Normalement, il y a le président de la République qui a touché certains points très importants. C'est la vie scolaire. La vie scolaire, il faut revoir le sport scolaire. Oui. Votre message est lancé, parce qu'il ne nous reste plus de temps. On conclut. Une dernière petite question brièvement. Est-ce que nos enfants ont une capacité de résilience finalement? Est-ce qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, se protéger eux-mêmes? Est-ce qu'il y a une capacité de résilience par rapport à tout ça? Oui, quand même. Chaque enfant a cette capacité de résilience. Il a juste besoin d'aide, il a juste besoin d'être guidé et il pourra s'en sortir. Donc, il a vraiment les points forts. Oui.
Merci beaucoup, mesdames. J'ai failli dire messieurs, dames, mesdames. C'est l'habitude. Hein. Ce fut un plaisir, en tout cas, de faire une émission uniquement avec des femmes. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que cette émission vous a été utile. Tout de suite, les informations de la rédaction Info. Je vous retrouve mardi. Au revoir.